Avec Charles Blé Goudet, nous achevons une première série d'entretiens entamés en ce début d'année électorale avec les plus hauts responsables des principales formations politiques du pays. Durant cette période, le climat politique s'est considérablement dégradé. À qui la faute? La majorité et l'opposition se rejettent la responsabilité. Jusqu'où cela peut-il aller? Que propose l'opposition pour que l'élection présidentielle se déroule dans la sérénité d'une démocratie mature? Quelles orientations Charles Blé Goudet propose au pays? Vous êtes dans Droit dans les yeux. Bonjour Monsieur Blé Goudet. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur cette info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau. Depuis notre dernière rencontre, vous êtes entré de plein pied dans l'action politique. Alors, allons-y directement. Le PPACI, le PDCI-RDA, le FPI, les principaux partis de l'opposition ivoirienne, ont tour à tour annoncé leur retrait de la commission électorale indépendante. Qu'en pensez-vous ? J'ai envie de dire, il était temps. Il était temps pourquoi? Parce que, de mon point de vue, je n'ai jamais compris. Pourquoi on peut confier à des formations politiques en compétition et qui veulent gagner, pourquoi on peut leur confier l'organisation d'élections censées les départager? Pour moi, je l'ai toujours dit, depuis le régime de Gbagbo, qui n'était pas bienséant et indiqué une telle organisation. Mais vous le dites parce que vous pensez que les partis politiques ne devraient pas avoir des représentants au sein de la commission. Eux sortent pour d'autres raisons, c'est qu'ils mettent en cause la commission. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Je dis qu'il était temps. Malheureusement, ces retraits s'opèrent sous fond de crise. Ce que je souhaite à présent, c'est qu'une décision soit prise pour que le RHDP, le FPI et les autres formations politiques en sortent. Pour qu'on ait une commission électorale sereine qui a pour seul objectif de faire gagner la Côte d'Ivoire. Purement technocratique, on va dire? Purement technique. C'est mon point de vue. Sinon, si on continue ainsi, on aura toujours les mêmes résultats. Regardez, lorsque j'ai posé cette question et cette problématique, on m'a répondu non, ces personnalités désignées par leur formation politique, une fois qu'elles ont prêté serment, elles ne représentent plus leur formation politique. Elles parlent maintenant au nom de la commission. Mais regardez, monsieur. Mais vous me l'enlevez de la bouche. Il a juste suffi que leurs différents leaders prennent la décision qu'ils sortent, et ils sont sortis. Où est passé le serment? Mais écoutez, je vous donne un exemple. Où est passé le serment? C'est cette hypocrisie-là que moi je dénonce. De faire croire ce qui n'est pas et ce qui ne peut pas tenir. Quelqu'un qui vous a mandaté, vous êtes là-bas en son nom. Vous êtes là pour le faire gagner. Vous êtes là pour lui. À tout moment, il peut vous faire sortir. Il faut épargner la Côte d'Ivoire de cela. Telle est ma vision, mais telle est par ma position. exemple, le deuxième vice-président de la CEI, M. Alain Dogou, qui est issu du FPI, il a fait la tournée, il est allé dans les médias au moment de faire la pédagogie sur la révision de la liste électorale, sur le calendrier de cette révision. Il n'a pas dit autre chose que ce que disait son président. Quel sens ça a-t-il de se retirer si justement on est censé ne plus représenter le parti? Mais c'est à cela qu'on nous a habitués dans ce pays. Quand on n'est pas content, on sort de là. Mais il ne devrait pas y être en principe. Je ne parle pas du PDCI et du PPACI seulement. Je le répète, les partis politiques de Côte d'Ivoire n'ont pas leur place à la commission électorale indépendante. S'ils doivent y être, pas en tant qu'organisation ou décideur, mais simplement en tant qu'observateurs.
Les partis politiques doivent aller faire la promotion de leur projet de société pour les Ivoiriens. Il ne faut pas crisper l'atmosphère politique pour rien. Je souhaite qu'on se pose. Je souhaite qu'on tire les leçons de ce que nous avons vécu tout récemment. Les différentes crises électorales ont encore leurs cicatrices présentes dans notre vie, dans notre quotidien. Il faut qu'on en tire les leçons et puis faire les choses autrement. Telle est ma position. Concernant cette révision de la liste électorale, on connaissait quand même le calendrier depuis à peu près mi-2024. On sait qu'il est issu de la commission, ce calendrier est issu de la commission électorale, et donc tout le monde en était informé, puisque les partis sont dedans. Tous savaient également que c'était la liste révisée à la fin de l'année 2024 qui serait utilisée pour l'élection présidentielle de octobre 2025. On a l'impression, l'opposition donne le sentiment qu'elle tombe des nues avec un agenda qu'elle connaissait parfaitement. C'est ce que le président de la commission électorale a dit. Mais prenons aussi en compte la réaction ou les différentes réactions des formations politiques en question. Elles disent que ce n'est pas vrai ce que le président de la commission dit. Pourquoi on ne les prend pas en compte? Alors, au lieu que chacun soit de son côté pour parler, de quel côté se trouve donc la vérité? C'est pourquoi nous disons, nous, au sein de Cap Côte d'Ivoire, asseyons-nous autour d'une table, posons toutes les questions, même celles qui fâchent, essayons d'essayer de baisser l'atmosphère avant d'aller aux élections. Alors, voilà. vous dites... Parce que le président de la commission dit, les autres partis politiques disent. D'accord, mais il y a quand même au moins un élément factuel, c'est que quand le calendrier est sorti, et ça on le sait au moins à partir du moment où on a récolté les éléments en octobre 2024, le calendrier a été connu à ce moment-là. Qui s'est levé pour contester ce calendrier? Moi. Moi. Qui a mis le décret du 5 septembre 2024, qui l'a mis devant le Conseil d'État si le contenu n'était pas acceptable? Alors, vous dites que vous êtes... Oui, puisque je ne suis pas représentant de la commission. En tout cas, les autres, je ne les ai pas beaucoup entendus. Mais j'ai été rencontrer le président de la commission électorale pour lui parler de la révision de la liste électorale. Nous étions en janvier. Voilà. Décembre, janvier. Alors, aujourd'hui, quand les gens disent nous sommes seulement à 6 mois, comme si c'est maintenant que nous avons commencé à poser le problème. Non, depuis 1 an, nous posons ce problème. Depuis 1 an, nous posons le problème. Maintenant que nous sommes à 6 mois, on nous dit oui, nous sommes à 6 mois. Mais monsieur, il y a longtemps que moi je pose ce problème. Même à l'occasion de la présentation des vœux du 15 février au siège du COJAP, j'ai encore donné de la voix. Mais avant ça, j'ai été rencontrer le président de la commission. Il faut faire en sorte. Et pourquoi les autres n'ont pas... Moi, je ne peux pas parler en leur nom parce que je ne suis pas leur porte-parole. C'est toujours d'eux que se servait le président de la commission pour dire les partis de l'opposition étaient d'accord. Okay. En tout cas, ceux qui étaient dans la commission, c'est difficile de croire qu'ils n'étaient pas informés du calendrier. Moi, je ne peux pas parler à leur nom. Je n'étais pas là quand ils faisaient leur réunion avec le président de la commission. Mais vous les Ce que je sais, il faut réviser. Il faut faire la révision de la liste électorale. On nous dit on va le faire après. Alors, ce que le président de la commission dit, la loi ne m'a pas dit de le faire avant. Donc, je vais le faire après. Mais quand la loi ne vous a pas dit de le faire avant, est-ce que la loi vous dit de le faire après? La loi vous dit, vous devez le faire chaque année. Maintenant, on fait la révision de la liste en vue de quoi? En vue d'obtenir une liste consensuelle, une liste à jour pour pouvoir aller à des élections. Alors, quand vous dites que vous allez faire la révision après, à quoi ça sert? Mais il faut 6 mois pour faire la révision. Mais ce n'est pas maintenant que nous avons commencé à poser ce problème. On a l'impression qu'on nous a entraînés dans ce guet-apens. Novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est en juin que la liste définitive va sortir. J'ai dit depuis... Ils n'ont pas traîné les pieds, 2020, la commission. Depuis décembre, moi je pose ce problème. Depuis décembre, ce n'est pas en mars que ce problème a commencé à être posé. Ce n'est pas en avril que ce problème a commencé à être posé. C'est maintenant que nous sommes à 6 mois. Alors en tout cas, mais avant, on était à 9 mois. Bien le seul, alors. Mais avant, on était à 9 mois. Avant, on était à 1 an. Donc ne faites pas comme si c'est maintenant à 6 mois que ce problème a commencé à être posé. Le président de la commission savait très bien ce qu'il faisait. Et ce qu'il fait n'est pas bon. Il faut actualiser la liste. Il y a beaucoup d'anomalies sur cette liste. Et quand on le dit, il ne faudrait pas qu'il le prenne personnellement. Il ne s'agit pas de lui, M. Cuibert. Il s'agit de la vie de millions d'Ivoiriens qui ont envie d'exprimer leur suffrage. C'est ceux-là
qu'il faut donner l'occasion de le faire. Alors concernant les anomalies que vous évoquez, on entend un peu de tout concernant cette liste. Le FPI, le PPACI, le PDCI, on parle de millions d'anomalies, on entend des 3 millions, des 6 millions, bon. Or, il n'y a pas eu plus de 11 500 réclamations à la Commission électorale indépendante. Alors comment vous expliquez ce gap? Moi, je vous pose une question. Vous répondez à une question par une question? Je vais répondre à votre question. Qu'est-ce que le président de la Commission électorale et toute son équipe perdent à convoquer les partis politiques, pas pour leur remettre une liste, pour dire, OK, au lieu que chacun de nous s'explique de son côté, asseyons-nous, dites-moi, je suis à votre disposition. Il s'agit de la vie de la Côte d'Ivoire. Cette nation a trop souffert, elle a été traumatisée. Nous sommes à quelques mois d'une élection. On ne veut pas que ce pays connaisse encore des troubles. Il y a longtemps que vous parlez de 6 millions, de 2 millions, de décès, des gens décédés qui sont sur la liste. Je suis là, je vous écoute. Sortez-moi vos documents, on va faire un croisement, vous et moi. Toute une journée, on on parle. Je préfère cette perte de temps que de perdre de vie. Donc vous proposez au président de la commission un séminaire pour checker la liste. Ce n'est même pas un séminaire. Des gens disent qu'ils ont des preuves que des millions d'inscrits sont sur cette liste alors qu'ils n'y ont pas droit. Des décédés, des gens dont la maman a elle seule 500 enfants, ils le disent. Mais pourquoi ils ne font pas des millions de recours? Au lieu d'aller dans des commissions se disperser... Parce que c'est une procédure. Au lieu d'aller dans des commissions se disperser à Djiberoua, Gagnoua, ça et là, je dis, la formule la plus simple que moi je propose, le président de la commission, il est là, tout près, à Cocody. La plupart des leaders de ces partis politiques sont ici à Abidjan. Ça lui coûte quoi? Ça prendrait peut-être certainement 3 heures dans sa journée. Mais au moins, ça aurait sauvé des vies humaines et ça va nous épargner tout ce qu'on attend aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous approchons la date des élections, la tension monte. Il faut la baisser. C'est une question de responsabilité. Et c'est à cela que moi j'appelle. Est-ce que vous pensez, comme M. Gbagbo, que la CEI n'est ni honorable ni impartiale? Je ne dirais pas ça comme ça. Elle n'est pas indépendante. L'indépendance, ce n'est pas seulement échapper au contrôle du pouvoir. C'est aussi échapper à la pesanteur des partis politiques. Il faut débarrasser la commission électorale indépendante de la pesanteur de ceux qui sont en compétition. C'est eux qui font tout ce bruit. Il faut des techniciens qui ne sont pas encartés, merci beaucoup pour le mot, pour pouvoir organiser ces élections sereinement. On me dit non, il n'y a personne dans ce pays qui ne soit pas encarté ou qui n'ait pas d'obédience politique. Ce n'est pas vrai. Tout le monde ne vit pas politique. C'est vrai, on peut avoir des penchants, mais il y a des techniciens qui peuvent organiser ces élections. Pas de représentants des partis politiques, pas de représentants du président de la République, ni de l'Assemblée nationale, tout cela. Et le président du COSIM, que je voulais saluer ici, ne dit pas le contraire. Je suis très content, je l'ai écouté hier, avec responsabilité. Il a dit, et je cite, quand on parle de partis politiques, c'est composé de partisans. Donc ce sont des positions et des démarches partisanes qui vont en sortir. Ils font quoi à la commission électorale? Moi, je l'ai dit depuis. Dieu merci, aujourd'hui, ce n'est pas Blé Goudé qui parle. C'est un monsieur respectable qui parle. Il faut écouter tous ces sons et ne pas jouer les sourds. Voilà. Je vous pose cette question sur l'honorabilité de la CEI parce qu'on a l'impression que cette manière de discréditer cette institution, de s'en retirer, avec fracas sur un différend, sur un fond de crise, comme vous disiez, de dénoncer la façon dont le scrutin est organisé, ça donne un peu le sentiment que l'opposition s'apprête à rejeter par avance le résultat de l'élection présidentielle, ou bien qu'elle s'apprête à la boycotter. Non, il ne faut pas voir ça comme cela. Vous êtes sûr? Moi, il ne faut pas voir ça comme cela. Vous savez, on ne brûle pas la maison du menteur. C'est mon grand-père qui me l'a dit. On la casse. Quand vous brûlez la maison du menteur, il vous dira demain, j'avais mes milliards dans cette maison, vous avez tout incendié. Mais là, vous n'avez aucune possibilité de le contredire. Mais quand vous avez cassé la maison du menteur et qu'il vous dit qu'il y avait des milliards, vous n'avez juste qu'à enlever la terre là, et vous verrez que c'est faux ou vrai. Alors ce qu'il faut faire, c'est de convoquer un cadre d'échange entre
le président de la commission, pas pour qu'il vienne pour nous réciter ses leçons de droit. C'est pas de ça, on sait que c'est un grand magistrat. C'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de ce que l'opposition vous accuse, de ne pas être honorable, de ne pas être crédible. Prouvez-leur le contraire. C'est aussi simple que ça. Où sont les 6 millions dont vous parlez? Sortez-moi les documents. J'ai mes techniciens, ils vont croiser. En 3 heures, on a fini. En moins d'une journée, ce problème est résolu. Au lieu de toujours chercher à avoir raison. Le problème, c'est que chacun cherche à avoir raison. On ne cherche pas la vérité. Voilà. Vous comprenez quand même la question que je vous pose, c'est-à-dire que quand on jette le discrédit et qu'on dit non, cette institution qui est chargée d'organiser les élections ne va pas, on se demande quelle est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de contester l'élection même. Pour empêcher ou le résultat de l'élection. Non, ça, ce sont des suppositions. Ben oui, et on ne peut pas partir mais je vous pose la question. On ne peut pas partir d'une supposition, la transformer en vérité pour en faire une loi. Non. Alors, je vous la pose différemment. Dans quel état d'esprit que vous émettez? Oui, je mets des hypothèses. Moi, Charles et je sais que je suis président du Congrès panafricain et en même temps, je suis membre de Cap Côte d'Ivoire. Je peux vous dire, à Cap Côte d'Ivoire, j'allais vous poser la question, dans quel état d'esprit, justement, êtes-vous dans cette coalition de Cap Côte d'Ivoire par rapport à la question que je vous pose? Je peux vous rassurer sur ce plateau. À Cap Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est une coalition pour une alternance pacifique. Nous avons fait des débats et des débats sur notre ligne. Notre ligne, elle est non violente. Notre ligne n'est pas arrivée à un boycott des élections, non du tout. Notre ligne, c'est de discuter. C'est pourquoi nous avons écrit aux autorités, au président de la République, la plus haute autorité de ce pays, pour dire nous voulons discuter. Nous voyons les nuages s'amonceler dans le ciel. Alors, pour éviter une grosse pluie, asseyons-nous et puis parlons-nous. Alors, moi, je peux vous rassurer sur ce plateau. Ne prêtez pas d'attention aux opposants. Je ne parle pas au nom des autres opposants, mais en tout cas, ceux avec qui je parle, moi, ceux avec qui nous discutons, tout ce que nous cherchons, c'est qu'on puisse s'asseoir et échanger pour éviter, justement, d'aller à un boycott, pour éviter d'aller à des violences, pour éviter de discréditer la commission électorale. Alors, j'insiste, pardon, sur ce point, mais vous pouvez affirmer ici, devant les téléspectateurs de cette info, que l'opposition rassemblée au sein de Cap Côte d'Ivoire ne va pas ni chercher à empêcher le scrutin de se dérouler, ni décider par avance de le contester. Nous, on n'a aucun intérêt, en tant qu'acteurs politiques, à faire revivre à la Côte d'Ivoire ce traumatisme inoubliable. La politique, on l'a fait pour les hommes. On l'a fait pour impacter positivement le quotidien des Ivoiriens. Qui a envie aujourd'hui de prendre ses bagages pour aller au Ghana, pour aller au Libéria, pour aller en Guinée? C'est ce que nous avons vécu. Pour éviter cela, Cap Côte d'Ivoire dit, asseyons-nous autour d'une table, parlons-nous. Chaque jour, c'est ce que nous faisons. Depuis 1 an, nos courriers sont partis. Il n'y a pas de réponse. Et là, je regarde cette caméra droit dans les yeux. Je dis aux autorités ivoiriennes, nous voulons discuter avec vous. Vous avez une opposition qui veut parler avec vous. Ouvrez le jeu. Quand vous n'ouvrez pas le jeu, vous dressez le lit des aventuriers qui sont prêts à tout pour mettre ce pays à Saint-Assac. Nous ne voulons pas de cela. Alors, vous avez une opposition qui ne demande qu'à parler. Acceptez que nous puissions parler. Au nom des Ivoiriens, au nom de la paix dans ce pays, on peut ne pas être d'accord avec tout. Rencontrons-nous, donnons-nous un consensus national. Une ligne rouge à ne pas franchir. Et puis vous aurez raison sur nous. Vous avez prononcé lors d'un meeting il n'y a pas si longtemps à Dabakala des paroles assez fortes, et je vais vous citer. Ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir, mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Vous endossez toujours ces mots? Oh oui, ces mots ne sont pas nouveaux. Je l'ai toujours dit. J'étais dans la rue, ici en Côte d'Ivoire, opposé à l'usage des armes comme moyen de revendication et moyen d'accession au pouvoir. Ce n'est pas bon. Qui aurait intérêt? Le problème que nous avons dans ce pays, c'est l'impatience des hommes politiques. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est le non-respect des règles par les hommes politiques. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est la manipulation des règles derrière lesquelles on se cache pour mépriser l'autre. Il faut changer tout cela. Alors, pour ne pas qu'on arrive à la prise des armes par-ci, par-là, ce que je demande, c'est qu'il faut ouvrir le jeu. Ce que je te demande, c'est qu'il faut éviter de faire place aux extrêmes. C'est pourquoi je dis à Dabakala, et je le répète ici, moi je suis opposé par principe à la prise des armes pour revendiquer ou pour accéder au pouvoir. Je dis bien par principe, parce que les principes ne varient pas. Mes positions ne sont pas à géométrie variable. Quand je le disais hier,
on disait que je faisais pour le président Gbagbo. Quand je le dis aujourd'hui, on le dit que je le fais pour le président Ouattara. Vous voyez, c'est eux qui changent. Moi, je suis là. Et je dis non, allons à la démocratie, allons à la discussion. Et si quelqu'un tente seulement, je le mets entre guillemets, d'entraver le déroulement du scrutin, il vous trouvera aussi sur son chemin? Il faut faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. Est-ce qu'il vous trouvera aussi sur son chemin? Il faut faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. Ce que je dois faire maintenant, ce n'est pas pour me projeter et puis faire en sorte que quelqu'un qui veut boycotter ou interrompre le scrutin puisse me trouver sur son chemin. Ce que j'ai plutôt à faire, c'est d'anticiper et appeler les acteurs à s'asseoir. Vous faites tous vos efforts pour ne pas qu'on en arrive à là. Vous faites tous vos efforts pour cela, mais si on en arrivait à là, est-ce qu'il vous trouvera sur son chemin? Nous devons faire en sorte de nous donner les moyens pour ne pas arriver à là, en regardant dans le rétroviseur de notre histoire. Mais moi, je serai toujours du côté de ceux qui protègent la République. Moi, je serai toujours du côté de ceux qui protègent la vie des Ivoiriens. Moi, je serai toujours du côté de ceux qui empêchent que l'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire de la violence se répète. L'histoire des boycotts se répète. Nous sommes assez matures. Nous savons d'où nous venons. Ce peuple a trop souffert. Il faut lui éviter encore notre traumatisme. Voilà mon combat, monsieur. Vous avez entendu, comme tout le monde, M. Gbagbo dire la semaine dernière à ses militants lors d'un meeting à Dabou qu'il recevrait des mots d'ordre dans 15 jours. Bon, c'est un peu inquiétant ça, non? Ou de quoi il peut s'agir? Mais moi, je ne suis pas membre du PPACI. Je n'ai pas participé aux préparatifs de Vous connaissez assez bien l'homme. Je n'ai pas participé aux préparatifs de ce meeting. Je n'y étais pas d'ailleurs et je n'y ai pas été invité. Donc cette phrase ne vous inquiète pas? Non, pas que ça ne m'inquiète pas. Je ne peux pas commenter. Et moi, j'ai toujours dit sur vos plateaux, le président Gbagbo est un monsieur que je respecte. C'est une décision que j'ai prise. Je ne peux pas commenter ces prises de parole sur un plateau. Parce qu'un seul mot est tout de suite sorti de ma bouche, que ce serait interprété. Je ne veux pas dire cela. Je veux le respecter jusqu'à la fin de ma vie. Et je veux rester dans cette position. Il y a des questions sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais cela ne me donne pas le droit de le faire. Je ne commenterai pas cette phrase. Je pense que le PPACI a beaucoup de responsables dans sa direction. Cette info est une chaîne qui est ouverte à toutes les sensibilités politiques. Ah, mais le secrétaire général du PPACI était dans ce fauteuil au mois de mars. Vous pouvez encore l'inviter, puisque vous voulez comprendre la signification de la phrase du président Gbagbo. Vous pouvez encore l'inviter ici, vous allez en parler. Il y en a peut-être une autre parole d'un autre acteur de ce parti qui peut-être vous a interpellé ou vous permettra peut-être de dire ce que vous en pensez. Allez-y. C'est M. Damana Picasse. Et d'ailleurs, des paroles qui lui valent une convocation à la police. Vous savez lesquelles? Alors je vais le citer aussi. Laurent Gbagbo a planté une graine qui a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Mais il reste ici, où la graine a été enfouie, et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Et ça, vous en pensez quoi? Un meeting est un lieu de mobilisation. D'émotion? De galvaniser ces troupes et autres. Il ne faut pas prendre les mots tout de suite. Enfin, la phrase est longue, hein. C'est pas un petit mot. Quand il parle de graines, je ne sais pas, certains pourraient penser donc, aux actions militaires, d'autres peuvent passer au panafricanisme. Donc, vous savez, tout le monde sait qu'ils ont toujours prôné la souveraineté, ils ont toujours prôné le panafricanisme. Il faut lui demander, je pense que pour parler de tout cela, mais ce que je veux, il ne faut pas tout de suite tout réduire à la police. Ne donnons pas l'impression d'une fébrilité. Il a parlé. Vous pouvez le convoquer, l'inviter à cette émission pour lui poser cette question. Je connais Picasse. Nous avons fait quand même la Fédération estudiantine ensemble. Il peut vous expliquer largement ce qu'il voulait dire par là. Vous voyez, l'Afrique cherche à se libérer. On est d'accord que l'Afrique a été colonisée. Aujourd'hui, elle cherche ses repères pour exister dans le concert des nations. Est-ce que ce n'est pas de cela qu'il parle? Pourquoi on ne voit pas ça et puis on voit le côté militaire tout de suite? Moi, je crois que on n'est pas partisan, en tout cas en ce qui me concerne. Le problème, c'est qu'on voit le côté militaire parce qu'il n'a cité que des pays où il y a eu des coups d'État quand même. Hein? Il n'avait pas une fiche qu'il lisait. Apparemment donc pas. Quand on est devant les micros, on peut aussi oublier d'autres choses. Alors justement, vous me parliez de votre grand-père. Moi, je l'aime bien, votre grand-père, parce qu'il vous a dit un jour, et c'est ici même qu'on l'a appris, quand tu ne connais pas la direction du vent, ne joue pas avec la poudre de piment.
On a un peu le sentiment, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que l'opposition, ou la classe politique, ou l'opposition et la majorité, jouent en ce moment avec la poudre de piment sans trop savoir où va le vent. Je dirais la classe politique. Parce que tout à l'heure, je vous dis, il faut qu'on s'asseye pour parler. Pour mesurer la direction du vent, non? C'est important. Et ce n'est pas une faiblesse pour le pouvoir que de s'asseoir avec son opposition. Vous savez, dans chaque camp, il y a des extrémistes qui vous diront au chef de l'État ou aux différents dirigeants, non, 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 ce serait tout de suite leur donner du poids si vous vous asseyez avec eux pour parler. Vous ne connaissez pas la prochaine étape qu'ils vont vous demander. Ils vont vous demander une transition, ils vont faire ceci. Non. Évitons les suppositions et les caricatures. Asseyons-nous. Parce que la direction du vent, si tu ne la maîtrises pas, il ne faut pas jouer avec le piment. Et c'est ce qui est en train de se passer. On voit le danger venir. On ferme les yeux comme si on ne voit pas. Moi, je conseille qu'il faut s'asseoir pour discuter. Voyez-vous, depuis le début de cette mission, je ne vous parle que de ça. Moi, j'ai eu mal de voir des Ivoiriens se disperser. Nous avons la possibilité encore de nous asseoir. Tout est encore possible. Rien n'est encore gâché. Moi qui suis devant vous, j'ai fait un recours. J'ai fait un recours. Je suis allé à Guibéroua. On va en parler tout de suite après, si vous permettez. Justement, je vais vous interroger là-dessus. Venons-en à votre inéligibilité, Monsieur Blegoudé. Vous avez dit il y a quelque temps, je ne suis pas pressé, tout en prenant l'exemple d'Ousmane Sonko au Sénégal, qui était lui aussi inéligible. Il a fait la campagne de son camarade de parti, M. Bassirou Diomaye Faye, qu'il a ensuite nommé Premier ministre lorsqu'il a été élu à la tête de l'État. Si vous ne pouvez pas vous présenter, de qui voudriez-vous faire la campagne pour jouer collectif, comme vous l'avez dit, et sortir dans dos, selon votre expression, comme Ousmane Sonko? Avant d'en arriver là, je dénonce la condamnation politique dont je fais l'objet. Pourquoi? Le 21 mars 2014, la chambre d'accusation de la Côte d'Ivoire siège et décide ma remise à la Cour pénale internationale. On m'y amène pour que soit située ma responsabilité relativement au conflit post-électoral que la Côte d'Ivoire a connu. J'ai fait l'objet de plusieurs années de procès. In fine, le 15 janvier 2019, je suis acquitté. Libéré sous condition le 1er février de la même année. Le procureur fait appel. Le 31 mars 2021, je suis définitivement acquitté avec comme conclusion qu'aucun autre tribunal dans ce monde ne peut encore me juger pour le même fait. Monsieur, pendant que je suis à la Cour pénale internationale, en attente de la décision de la Cour, la même justice qui m'a remis à la Cour pénale internationale commet un commissaire de justice pour aller me chercher, moi, Charles Blegoudé, à Yopougon, au quartier millionnaire. Il fait un rapport. Et je cite, je suis allé chercher Charles Blegoudé à son quartier millionnaire. Je ai demandé à ses voisins où il se trouve. Ils ont dit qu'il n'est pas là, qu'ils ne savent pas où il est. Est-ce que c'est sérieux, ça? Est-ce que ça, c'est sérieux? Est-ce que cette justice-là, on peut dire qu'elle est sérieuse? C'est sur cette base, donc, que je suis condamné par contumace. Pour condamner quelqu'un par contumace, il faut qu'on ne sache pas où il est. Oh, il est d'une autorité publique et Charles Blegoudé était à La Haye. Il faut que les raisons de son absence le jour de l'audience ne soient pas valables. Ma raison était valable. Voilà ce que je dénonce d'abord. Maintenant... Vous avez justement déposé officiellement un recours à Guibéroua devant la commission électorale locale dont vous dépendez pour contester votre radiation. Mais juridiquement, parce que juridiquement, vous êtes toujours sous le coup de cette condamnation pénale qui vous prive de pendant 10 ans de vos droits civiques. Donc votre avocat a dit à ce moment-là, c'est l'occasion pour la commission électorale de rectifier une erreur doublée d'une injustice. Mais la CEI, elle n'a fait qu'appliquer la loi, puisque c'est le procureur qui lui donne la liste des gens qui doivent sortir de la liste. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous demandez à quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire ce que vous demandez, en fait. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle peut faire, la commission? Vous voyez que je dénonce. C'est une manière de dénoncer, alors? Vous voyez que... Non, je dis, vous m'attendez dénoncer. Même hier, à l'occasion de la conférence de Bloomfield, j'ai dénoncé. Pourtant, je ne menace pas. Je suis la loi. Elle est mauvaise, mais pour le moment,
Elle ne me donne pas l'occasion de me présenter. Je suis allé, Mais que peut comme faire- cela a que peut été faire indiqué, la CEI je sur suis votre allé, comme cela a été action? indiqué, à la commission locale. C'est la première étape. Moi, je viens de la Cour pénale internationale. Là-bas, il y a des étapes. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça à la Cour pénale internationale et saisir directement le président de la Cour. Vous passez d'abord par le directeur de la prison, ensuite les greffes, et puis vous allez maintenant au niveau des juges. Là, j'ai posé mon recours. J'ai fait mon recours dans la commission locale des Libérois. C'est ça. Hier, la commission m'a saisi. Elle m'a officiellement donné un document qui juge irrécevable mon recours. Ah, ça, c'est une information. Je vous le donne en exclusivité. Mon recours a donc été jugé irrécevable. J'en prends acte. Maintenant, Mais elle ne pouvait pas faire autrement en réalité. Vous le je ne savez. peux pas juger ça. Mais non, Il mais y a maintenant une seconde n'est pas- étape. Il y a maintenant une Elle n'a seconde pas étape. les- elle n'a C'est pas les maintenant que nous pouvoirs. allons, oui, je vous rassure, c'est maintenant que nous allons au niveau des juridictions. Donc, quelle est la deuxième étape La pour deuxième étape, nous allons maintenant au niveau des juridictions pour juger au fond la question. vous Donc, que je vais déposer. vous allez présenter un recours devant les tribunaux. Bien sûr, avec mon avocat, avec mes avocats. Et si ça ne marche pas ici, j'irai au niveau de la commission de la CEDEAO. D'accord. Je vais essayer de... C'est un référé, c'est quoi? Oui, moi, je vais suivre toutes les étapes légales que m'offre la loi, qu'elle soit de mon pays, qu'elle soit aussi de mon continent. Je suis un homme. Moi, je dois ma liberté seulement à l'application de la loi. Sinon, je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Alors, je vais épuiser toutes ces étapes-là. Ensuite, on verra. Alors, Maintenant, vous me demandez, si je ne suis pas candidat, qui est-ce que je vais voter ou pour qui est-ce que je vais m'engager? Je voulais vous dire tout de suite sur ce Puisque plateau. vous prenez l'exemple du Sénégal, Oui, je vais vous dire tout de c'est suite sur ce intéressant. plateau. Vous savez, le destin, personne ne peut l'empêcher. On ne peut que le retarder. Alors, tous ceux qui se servent de la loi pensant qu'ils peuvent au moins retarder mon destin, non, 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 ils se trompent. Parce que, d'une manière ou d'une autre, je jouerai un rôle capital en 2025. Je vous le dis tout de suite. D'une manière ou d'une autre, je jouerai un rôle capital lors de ce scrutin électoral en 2025. Alors, une manière, c'est éventuellement, si on vous donne la possibilité de vous présenter, ça, en tant que candidat, vous joueriez un rôle capital. Et l'autre manière, c'est quoi? Qu'on me donne la possibilité de me présenter ou pas, je jouerai un rôle capital lors de ces élections. La politique, elle a ceci de particulier qu'elle est dynamique comme la vie. Vous serez dans le débat public, de toute façon. Elle est dynamique comme la vie. C'est à 10 jours que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été libérés des prisons. N'est-ce pas? Je vous le répète. Ceux qui les ont mis en prison ne savaient pas qui c'est leur autorité aujourd'hui. Nous sommes à 6 mois. Pourquoi voulez-vous que je me prononce? J'ai dit c'est à 10 jours que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été libérés. Nous avons 6 mois devant nous. Donc, vous comptez sur ces procédures judiciaires que vous engagez pour éventuellement vous permettre d'être réintégré C'est la sur seule la force liste. que moi j'ai. La seule force que j'ai, Et pourquoi c'est la loi. Je m'adosse à la loi. Mais justement, la loi est mon dossard. la loi, c'est le droit est mon dossard. Je n'ai pas autre moyen que ça pour l'instant. La loi, c'est le Parlement qui la vote. Pourquoi des députés d'opposition ne déposent pas une proposition de loi d'amnistie qui permettrait de faire ce que vous cherchez à faire par la voie judiciaire? Les députés du parti au pouvoir, Non, de l'opposition. les députés du parti au pouvoir, conscients de ce que notre pays vient de vivre ces dernières décennies, peuvent aussi le faire au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Ce serait mieux apprécié que ce recours-là, soit cette proposition vienne des députés Vous de pouvez l'opposition. éventuellement Moi, demander. moi, je pense que ce serait tellement bienvenu Oui, ce serait que beau, ça mais- vienne des députés du parti au pouvoir, Je qui savais vont pas montrer la bonne foi du président de la République, qui vont montrer la bonne foi du parti au pouvoir, qui voudraient tellement éviter d'autres couacs à la Côte d'Ivoire qu'on dirait, ce jour, les députés du parti au pouvoir viennent de faire une proposition d'une loi d'amnistie pour que des mesures d'apaisement soient prises. Ce serait bien, non? Je ne savais pas que Charles Blé Goudet était un rêveur. Mais déjà, si les députés de l'opposition déposaient une proposition de loi, ça permettrait éventuellement à la majorité de se décider de la discuter ou pas, et éventuellement de la voter ou pas. Et ça serait clair. Tous ceux qui ont changé de ce monde-là ont commencé par un rêve. Nelson Mandela a été un rêveur. Et aujourd'hui où je vous parle, blancs et noirs vivent ensemble en Afrique du Sud. Martin Luther King a été un rêveur. Aujourd'hui où je vous parle,
les États-Unis d'Amérique ont connu un président nord-américain. Alors qu'il y a des années, ils n'avaient même pas le droit de vote. Oui, je suis un rêveur et je l'assume. Mon rêve, il faut faire que je me donne les moyens. Et à travers cette émission, j'espère que les députés du parti majoritaire à l'Assemblée nationale vont m'écouter et feront en sorte que ce rêve-là se réalise. Ce rêve, c'est de voir une Côte d'Ivoire apaisée. Ce rêve, c'est de voir une Côte d'Ivoire avec des élections sans conflit, sans mort, qu'on puisse compter les bulletins au lieu qu'on soit en train de mettre notre police dans la rue pour encore poursuivre des gens. Notre armée a besoin de se reposer, nos policiers ont besoin de se reposer, les Ivoiriens ont besoin qu'on vienne investir dans ce pays parce que la posture et aujourd'hui l'environnement sociopolitique rassure les investisseurs. Voilà mon rêve. Oui, je suis un rêveur. Concernant votre partenaire du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam, diriez-vous qu'en tardant à renoncer à sa nationalité française, ce qui risque de lui coûter sa capacité à se présenter à l'élection présidentielle, il a manqué au minimum de vigilance, on va dire? Je juge rarement des leaders politiques déjà engagés dans la course présidentielle. Je biaiserai leur stratégie. Et je vais éviter cela, parce qu'il a des partisans aussi qui comptent sur lui. Mais ce qui me dérange en ce moment, moi, je n'ai jamais pensé que sous le RHDP, on serait là en train de parler de nationalité, de tel Ivoirien, tel Sénégalais, tel cela. C'est tout cela qui a envoyé la crise en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut tourner cette page-là, passer à autre chose? Est-ce qu'on peut tourner cette page-là? Est-ce qu'on peut se concentrer sur les projets de société comme on nous le demande? Je vous demande pardon. Il faut éviter de dresser le lit des extrêmes. On est bien d'accord, mais là, c'est juste une disposition légale. Il ne faut pas avoir une double nationalité, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas de tel ou tel, ou de nord, de sud, ou de sénégalais. Voilà, il ne faut pas avoir une double nationalité pour être candidat. Oui, voilà. mais le président Tidjane Thiam vous a dit qu'il participera aux élections et qu'il respecte les dispositions de la loi. Aujourd'hui, il a eu son décret de renonciation. Oui, donc laissez les choses se poursuivre. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on ne laisse pas les institutions travailler. Mais on fait du bruit autour d'une question qui ne relève pas de nous, qui relève du droit, qui relève du Conseil constitutionnel, qui relève de la justice ivoirienne. Laissez donc les choses se faire tranquillement. Évitons de faire du bruit autour des questions qui ne relèvent pas de nous. Sinon, on surchauffe l'atmosphère politique inutilement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'autres questions que celles de la nationalité du président Thiam. Est-ce qu'on peut laisser ça de côté? Parce que ça crispe l'atmosphère inutilement. Bon. C'est difficilement évitable, mais c'est une question sur la quarantaine que j'ai à vous poser. Donc venons-en un petit peu au fond justement. Vous avez parcouru l'année dernière, lors des élections locales, élections, je le rappelle, dans laquelle vous n'avez présenté aucun candidat, tout le pays, et vous vous présentiez un peu comme un messager de la paix justement. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Vous avez senti un peu le pouls du pays à cette occasion-là. Vous avez rencontré beaucoup d'Ivoiriens. Comment vous les avez trouvés, les Ivoiriens, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? D'abord, j'ai trouvé une population qui était d'abord contente de savoir qu'un acteur politique vienne vers eux. Ces Ivoiriens que j'ai vus étaient contents qu'on vienne vers eux, mais surtout qu'on vienne parler de paix. Ils m'ont dit qu'ils ne veulent plus revivre de nouveau ce qui s'est passé en 2010, en 2011, en 2015 et en 2020. Ils aspirent à une vie paisible. Et ils espèrent que les acteurs politiques sauront trouver des compromis pour pouvoir leur donner une élection apaisée. Ils ne veulent pas que leur pays soit un pays à risque électoral. Les Ivoiriens ont envie que leur quotidien puisse changer positivement, politiquement parlant. Au niveau social, ils ont dénoncé. En ce moment, c'était la hausse des factures d'électricité. En ce moment, c'était la cherté de la vie encore. Ça, c'est au niveau social. Mais surtout, vous savez que le politique impacte tout. Alors, ces Ivoiriens que j'ai vus, ils aspirent à la paix. C'est l'enseignement principal que vous avez tiré de cette longue tournée? C'est ce que j'ai trouvé, puisque c'est cela que j'étais parti. Je t'ai leur parler de paix. On était à la veille d'une élection régionale. Il fallait faire en sorte d'y participer massivement, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. C'était élection 0 mort, 0 blessé. C'était le but essentiel. Moi, je suis content qu'à l'issue de cette élection, il n'y ait pas eu de morts. Ceux qui voulaient contester sont allés saisir les autorités compétentes. Et tout s'est passé normalement. Voilà ce qui m'a été dit. Que diriez-vous? Maintenant, il faut
on puisse savoir que ce n'est pas seulement les souhaits des populations qui doivent rester que des souhaits. Ceux qui doivent les transformer en réalité, en décision, c'est ceux qui nous gouvernent. Que diriez-vous de la situation sociale actuelle du pays? Alors, il y a deux situations. D'un côté, il y a ceux qui sont les dirigeants qui estiment que tout baigne. Et il y a ceux qui vivent cette situation sociale, qui estiment que la vie est chère, que tout grimpe, qui ne peuvent même plus s'offrir de repas dans ce pays. Donc, qui a raison, qui a tort? Alors, celui qui agit dit qu'il agit bien. Celui qui subit dit que non, votre chiffrisme n'a rien à voir avec moi, ma vie. De croissance à deux chiffres, de tel nombre d'emplois. Mais moi, ce que je vis est difficile. On prend quoi en compte? Et comme la politique est faite pour les hommes, et que les hommes qui vivent cette politique, qui la subissent, disent ne pas vivre une situation sociale comme celle qu'ils auraient souhaité, il faut donc améliorer les choses. Et quel mérite, néanmoins, reconnaissez-vous à la gouvernance de M. Alassane Ouattara? Les grandes œuvres qu'il réalise, en tout cas, je suis fier des ponts que je vois, parce que je voyage beaucoup dans la sous-région. Et quand je vois les grandes voies, dans les grandes agglomérations, je dis, OK, ça évolue. Vous savez, j'ai toujours dit qu'un enfant que vous allez prendre sur votre poitrine, évitez de le jeter dans la boue. Le jour où vous le prenez, il va vous salir la poitrine. Pour des gens comme nous, comme génération nouvelle, qui aspirons à diriger la Côte d'Ivoire demain, il ne faut pas être dans le déni. Il faut reconnaître à l'autre ce qu'il a fait de bon. Ensuite, lui dire que toute construction est dynamique. Et donc, il y a des points à améliorer. Pour moi, c'est vrai, il y a les ponts, il y a les réalisations, les grandes réalisations, mais il faut maintenant construire les ponts entre les cœurs, les ponts entre les Ivoiriens. Parce que c'est les Ivoiriens qui traversent ces ponts. Il faut faire en sorte que ces œuvres-là puissent demeurer. Ce qu'on construit, c'est pour la postérité, c'est pour la durabilité. Une guerre en 24 heures peut faire détruire tout ce que vous avez fait comme effort. C'est pourquoi on fait en sorte de jouer sur la stabilité. C'est ma génération qui a intérêt à ce que ce pays soit stable. C'est pourquoi je parle avec les uns et les autres. Moi, je parle avec Théo Mamadou. Moi, je parle avec le ministre Khalil. Moi, je parle avec les autres. Parce que je veux qu'on discute pour qu'il y ait un consensus minimum, pour ne pas que ce pays-là puisse être déstabilisé. Mais pour le faire, il faut qu'on écoute aussi l'opposition, qu'on écoute ce que l'autre est en train de vous dire qui ne va pas. C'est le regard de votre voisin qui vous amène à savoir qu'il y a une tache sur votre chemise. Donc si je vous demande ce qui, selon vous, pourrait être peut-être mieux fait, c'est quoi? Ce qui pourrait être mieux fait, c'est de donner à la Côte d'Ivoire un organe électoral crédible, dans lequel tout le monde a confiance. Tout le monde est en train de le dire, même les religieux l'ont dit hier. Donc tout le monde ne peut pas se tromper comme ça, sauf le parti au pouvoir. Donc il faut écouter les autres, il ne faut pas s'entêter, pour ne pas qu'on soit surpris. Dans le contexte international assez volatile, dangereux que nous connaissons, en tout cas imprévisible, et quasiment hostile sur le plan sous-régional, est-ce que M. Ouattara n'apparaît pas un peu comme un pôle de stabilité à même de rassurer les Ivoiriens actuellement? Là où je suis d'accord avec vous sur certains points, c'est l'analyse de la situation sous-régionale. La plupart des pays aujourd'hui ne sont pas totalement stables. Cherchent à se stabiliser. Aujourd'hui, dans la sous-région, nous avons deux pays qui comptent dans l'UEMOA. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, qui a 17% de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire qui a plus de la moitié. Mais aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est déstabilisée, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va en pâtir. Et puis, l'Afrique elle-même peut suivre. Vous me demandez si le président Ouattara n'est pas un gage. Le meilleur gage, c'est de faire en sorte que la stabilité règne en Côte d'Ivoire. Pour le faire, il faut donner à la Côte d'Ivoire des institutions. Les hommes passent, je vous le dis. Vous demandez aux Américains qui pourrait être le gage pour l'Amérique, on vous dirait c'est Barack Obama. Il a fini, il est parti.